Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo assez longue je pense, il y a beaucoup de choses à faire sur un thème capital quand on va en prépa, quand on est en prépa, les fameuses intégrales de Wallis. Alors Wallis, ça vient du nom de John Wallis, donc il est né en 1616, est mort donc en 1703, c'est un astronome, physicien, mathématicien anglais, et il est notamment connu pour avoir justement créé, étudié ces fameuses intégrales de Wallis, et c'est lui qui a été l'inventeur du symbole infini. Donc c'est pas n'importe qui, et c'est vraiment un thème qui est assez sympa parce que c'est très technique. Au point de vue théorie, ça reste assez léger comme exercice, mais c'est très technique. Et il y a beaucoup de choses. Donc vous aurez forcément affaire à ces intégrales une fois au moins dans votre carrière post-bac. Donc ici j'ai essayé donc de faire un exercice un peu où il y a tout ce qu'on peut trouver. Donc je n'ai rien inventé vraiment. Tout ça c'est du classique. Donc on est parti. Alors j'avais déjà traité ça parce qu'on peut faire quelques questions au niveau de terminal avec des intégrations par partie, notamment la première question. Donc on est parti. Qu'est-ce que c'est donc que ces intégrales de Wallis? Alors on prend un entier naturel, donc dans grand N. Eh bien, on appelle l'intégrale de Wallis ces intégrales, donc ici de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de x dx, voilà. Et donc Wn, le W, c'est pour Wallis. Première question, la plus classique du monde, on va montrer que ces intégrales, ce sont aussi les intégrales de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance n de x dx. D'accord? C'est toujours la première question qu'on a à faire. Alors il y a deux façons de la faire. Une façon donc de terminal, j'avais déjà fait ça pour les terminales avec des IPP, je vous mets ici l'adresse, je mettrai peut-être le lien, ce sera plus simple. Voilà, donc exercice faisable donc en terminale, assez court, qui permet de faire des intégrations par partie, et une version post-bac avec un changement de variable, et on démarre tout de suite. Donc, sur les 12 questions qu'on va faire, il y a, pour les élèves de terminale, il y a cette première question ici, avec cette méthode d'ici post-bac, un champ de variable. Il y a une petite question 8, sans grande difficulté, où on parle d'équivalence, c'est une notion post-bac, et la question 9, pareil, on parle d'équivalence, c'est une notion post-bac, mais vous pourrez forcément comprendre, c'est pas très compliqué, en tout cas l'usage qu'on en fait ici, le reste, ça reste des produits, beaucoup de factoriels, et des intégrations. Donc on est parti avec cette première question et un changement de variable. Alors j'ai mis ici le théorème, donc on part nous de Wn. On prend donc soit n appartenant à grand N. Wn c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de x dx. On veut revenir à du cosinus, donc je rappelle que pour tout x appartenant à grand R, le sinus x, il y a une formule qui dit que c'est cosinus pi sur 2 moins x. De la même dans l'autre sens, il y a aussi sinus, donc pi sur 2 moins x, qui est égal à cosinus. Elle est très bien cette formule, elle permet de passer d'un cos à un sinus, vous voyez. Donc ici, regardez, ça fait donc intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus puissance n, donc de pi sur 2 moins x, dx. Pour l'instant, j'ai rien changé, j'ai juste utilisé cette formule. Pour bien utiliser le théorème que j'ai mis, je vais remplacer ici la variable x par t, donc j'ai moins t dt. Et là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que donc ça va être phi de t. C'est le phi de ma propriété. Phi de t, c'est pi sur 2 moins t. Ça veut dire que phi prime de t, c'est donc moins 1. Donc si je veux faire apparaître une intégrale de f de phi de t, phi prime, il faut un moins 1. Donc je vais rajouter un moins 1. Donc là, je mets l'intégrale ici, je mets un moins devant. Comme j'ai mis un moins devant, j'aurai donc cosinus puissance n que j'applique en donc phi de t. J'aurai ensuite ici phi prime, c'est moins 1, que je compense par ce moins dt. Et donc j'ai exactement la formule. Phi, c'est bien une fonction C1, d'accord, sur R. Pas de problème, phi est C1 sur R. C'est vraiment le champ de variable les plus simples, changement affine. La fonction f ici, elle a pour expression, donc f de x, c'est cosinus puissance n de x. Elle est bien aussi C1 sur R. Donc d'après le champ de variable, ça c'est égal à moins l'intégrale ici, vous voyez. J'applique, moi j'ai formé le côté droit, pour tous ceux qui n'ont jamais fait de champ de variable, j'ai formé ceci. Donc là je vais avoir la même intégrale. J'aurai l'intégrale ici, donc j'aurai f de x, donc cosinus puissance n de x dx. Vous voyez, je suis revenu en fait à cosinus puissance n, et pour les bornes, c'est phi de a, phi de b. Donc phi de 0. Alors, phi de 0 vaut combien? Je remplace, ça fait pi sur 2 moins 0, donc pi sur 2. Phi de pi sur 2, c'est phi de b, ça va faire 0. Donc vous voyez qu'ici,
eh bien les bornes se sont inversées. Pi sur 2, 0. Comme il y a un moins devant, on réinverse. Ça fait 0 pi sur 2 cosinus puissance n de x dx. Et on a terminé. Voilà, j'ai utilisé ce qu'on appelle donc le théorème de changement de variable. Alors là, je l'ai vraiment détaillé. Mais sinon, dans la pratique, ça va beaucoup plus vite. Regardez comment on fait ça dans la pratique. On indique ici le changement. Là, on a x. On va donc poser x égale pi sur 2 moins t. On fait ce qu'on appelle, on différencie. dx, ici on dérive par rapport à x par rapport à t, pi sur 2, donc ça va faire 0, pardon. Je dérive t par rapport à t, donc ça fait 1, donc ça fait moins t. La dérivée, ça sera donc moins 1. Donc là, directement, on met moins dt. Ce changement, il pose aucun problème, c'est un changement affine. Donc le changement affine, aucun souci hein, sur R ici. On peut faire changement de variable directement. On aura ici, donc, quand x vaut 0, eh bien t vaut pi sur 2. Et quand x vaut pi sur 2, eh bien t vaudra 0. Donc j'ai ceci. Sinus, donc j'aurai sinus puissance n. Et à la place de x, je mets pi sur 2 moins t. Et là, dx, eh bien ça vaut moins dt. Donc là, j'ai moins dt. Le moins, on va faire comme on a fait. On le sort, on inverse les bornes. Et directement, ça fait intégrale de 0 à pi sur 2. De ici, donc, sinus puissance, donc n de pi sur 2 moins t, ça fait sinus de pi sur 2 moins t à la puissance n. Et sinus pi sur 2 moins t, je vous ai dit, c'était cosinus. Donc, vous voyez, directement, on indique cosinus puissance n de, ici, donc, t dt. Et la variable, bien, on la change après. Hein, à la place de mettre t, on met x. Et on obtient exactement ça. Donc, vous voyez, ça, c'est des champs de variables très simples. Vous apprendrez à en faire des plus compliqués. Il faudra faire attention. Hein. Il y a des fois, on a des petits soucis. Mais celui-ci, étant affine, ne pose aucun problème. Deuxième question très simple. Premier calcul, W0, W1. Alors W0, c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 2. Alors sinus puissance 0, on admet que ça fait toujours 1. D'accord? Même si sinus vaut 1 à des endroits, à puissance 0, on algèbre, on admet que une fonction ici, donc sinus puissance 0, ça fait toujours 1. Donc là, j'ai 1 dx. J'intègre une constante. J'ai donc tout simplement cette constante multipliée par la largeur de l'intervalle, donc c'est pi sur 2, j'obtiens pi sur 2. Pour ceux qui voudront intégrer, eh bien primitive, vous pouvez prendre pour 1, vous pouvez prendre x, pris entre 0 et pi sur 2, ça fera pi sur 2 moins 0, ça fait bien pi sur 2. W1, donc intégrale de 0 à pi sur 2, de sinus puissance 1, donc ça fait sinus x dx. Primitive simple de sinus, on va prendre donc moins cosinus, on fait attention. Donc 0 à pi sur 2, je remplace d'abord par pi sur 2, moins cos pi sur 2, ça fait 0, moins, ensuite je remplace par 0, il y a moins, cosinus 0, ça fait 1, donc moins 1, ça fait bien 1. Voilà, et la question 2, vous voyez, on a déjà terminé. Question 3, montrer que la suite de n est décroissante et qu'elle converge. Alors décroissance, on va prendre donc soit n appartenant à grand n, alors un truc qu'on peut faire, hein, c'est de calculer wn plus 1 moins wn et d'étudier son signe. Ça fera donc l'intégrale 0 à pi sur 2, de sinus puissance n plus 1 x dx, moins l'intégrale avec sinus puissance n. Par linéarité, on peut regrouper une seule intervalle. On fait apparaître sinus donc, puissance n plus 1 de x moins sinus puissance n de x dx. Et on va faire une factorisation par sinus puissance n à l'intérieur. Et on va montrer que tout ça donnera un résultat négatif. Donc je factorise par sinus. Et là-dedans, vous voyez, j'ai sinus x moins 1. Donc, on sait que sur 0 pi sur 2, sinus x est supérieur ou égal à 0, c'est entre 0 et 1. Donc, sinus puissance n est positif. Et en même temps, si vous faites sinus x moins 1, sinus, je vous ai dit, c'est entre 0 et 1. Donc, sinus x moins 1, c'est négatif ou nul. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez un produit qui est négatif ou nul. Vous intégrez un produit négatif ou nul sur un intervalle, l'intégrale sera forcément négative. Donc la propriété, c'est la suivante. F est négative sur un intervalle I, d'accord, implique intégrale de F est négative sur l'intervalle, bien sûr, I. Ici, c'est 0, puis sur 2. Il faut que la fonction soit continue, etc. Ce qui, vraiment, il n'y a pas de problème ici. Je vais quand même préciser F est continue sur I, parce qu'en prépa, par exemple, il faut être très très précis quand vous utilisez des propriétés. Donc cette propriété, vous la connaissez en terminale, c'est la positivité, mais là je l'applique à une fonction négative. Donc on pourrait dire la négativité, mais c'est vraiment la même propriété que quand la fonction est positive, son intégrale est positive.
Ça veut dire qu'on en déduit que ceci est négatif. Donc, ça veut dire que, quel que soit n appartenant à grand N, Wn plus 1, moins Wn est négatif, donc Wn plus 1 est plus petit que Wn. Donc, on a bien une suite qui est décroissante à partir de n égale 0. Hein. Pour information, voilà ce que ça donne. Donc sur GeoGebra, ici je représente sinus puissance 0 sur 0 pi sur 2, sinus puissance 1, puissance 2, etc. Ouais. Et donc l'intégrale, regardez, ici au départ elle vaut 1, elle vaut pi sur 2, pardon, ensuite elle vaut 1 et elle a tendance à diminuer. Voilà ce qu'on va montrer. Alors la limite semble être 0, mais déjà vous avez une aire, vous voyez, qui est décroissante. La question 4. Alors la question 4, c'est pareil, j'aurais dû préciser, on est sur du post-bac parce qu'on va vraiment utiliser la continuité, mais dans vraiment sa définition avec des epsilon. Alors, il faut montrer que donc Wn est toujours non nul, quel que soit n. Alors, d'abord, la fonction kx associe sinus x puissance n, elle est toujours continue sur 0 pi sur 2. D'accord? Et donc, elle est continue en pi sur 2. La continuité en pi sur 2, ça veut dire quoi? Graphiquement, ici, hein, en pi sur 2, la valeur, c'est toujours 1. Quel que soit n, hein, vous pouvez vérifier. Voilà. Eh bien, la continuité, ça veut dire que quand vous êtes assez proche de pi sur 2, eh bien, vous pouvez vous mettre assez proche de façon à dépasser, à être aussi près que vous voulez de 1. Si par exemple, je mets y égale 0,99, voilà, 99, eh bien, vous voyez qu'ici, hein, je peux me placer assez près de pi sur 2 de façon à ce que toutes les valeurs ici, après, soient au-dessus. Donc, je peux, toujours sur une petite zone autour de pi sur 2, être au-dessus de n'importe quelle valeur en dessous de 1. J'ai mis 0,99, j'aurais pu mettre vraiment plus près, si je vais être très près, voilà. Alors, je ne sais pas si GeoGebra n'est pas assez précis pour faire ce genre de choses, hein, mais vous voyez qu'ici, on peut, hein, et quel que soit n, hein, vous pouvez prendre, et ici, évidemment, plus vous mettez n grand, plus ça va changer, en fait, la valeur minimale, l'approche que vous avez de pi sur 2. Ça, c'est la continuité qui garantit ça. Donc, ça veut dire que ici, pour toute valeur que vous choisissez, donc strictement positif, vous pouvez prendre tout petit, très près de 0. Vous pouvez trouver une autre valeur eta. Hein. Eta, ça va mesurer la valeur de x par rapport à pi sur 2. Et donc, quand vous êtes assez près de pi sur 2, alors ici, on est avant pi sur 2. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez donc pi sur 2 moins x plus petit que eta, eh bien, f de x, 1 moins f de x, pardon, sera plus petit que epsilon. Et donc, ça veut dire que f de x est entre donc 1 et 1 moins epsilon. Et vous êtes voilà, sur une zone, ici, sur un petit intervalle, hein, qui est donc ici, ça sera x, donc ça sera pi sur 2 moins eta. Et bien sûr, cet intervalle, vous êtes obligé d'avoir des images qui sont plus grandes que 1 moins epsilon. D'accord? Et donc, ça va vous garantir ici que l'intégrale sur cet intervalle, ici, elle est strictement positive. Donc ça, c'est ce qui vous attend en prépa. C'est difficile. Hein. Ça veut dire que votre intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de x dx, on va la couper en deux, de 0 jusqu'à donc eta. Donc ça, c'est quelque chose de supérieur ou égal à 0. On l'a déjà, la fonction est positive. Et vous avez une deuxième partie ici, de eta jusqu'à pi sur 2, que vous allez pouvoir facilement ici minorer. Ça, c'est plus grand ou égal à quoi? Donc, sinus x puissance n, c'est plus grand, hein, c'est f de x, d'accord? C'est plus grand que 1 moins epsilon. Donc ça, c'est plus grand que ceci, multiplié par 1 moins epsilon. Alors, 1 moins epsilon, c'est une constante. Et donc, quand vous calculez ça, c'est donc supérieur ou égal, c'est même égal, hein, à 1 moins epsilon fois pi sur 2 moins eta. Et donc, vous voyez bien que ça, c'est strictement positif. Ça aussi, donc ce produit, il est strictement positif. Donc, Wn est strictement positif, quel que soit n, donc appartient à un grand n, évidemment. Le état va dépendre un petit peu de n. Vous voyez qu'on vient de montrer comme ça. Alors, la propriété, c'est que si on prend f continu sur un intervalle, donc i, donc on va prendre l'intervalle AB. Si on prend f non nul, c'est-à-dire elle n'est pas tout le temps égale à 0, sur AB, et f supérieur ou égal à 0, et dans ce cas, l'intégrale de f est strictement positive. Voilà, elle ne peut pas être nulle. La continuité, et le fait qu'elle soit non nulle et positive, ça veut dire que, en fait, quand vous allez tracer la courbe, il y a forcément un moment où vous aurez un point qui sera au-dessus, et donc,
si vous cherchez à relier, en fait, ici, votre point à court, eh bien, vous avez forcément un petit espace ici, toujours non nul, et donc l'intégrale sera non nulle. Voilà, donc ça, c'est des choses assez pointues. Il faut quand même avoir travaillé un petit peu la continuité pour comprendre ce que je viens de raconter. Cinquième question, montrons que pour tout n dans n, wn plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 wn. Alors là, c'est pareil, c'est important, et c'est du grand classique. Je vais partir de wn plus 2, donc on prend soit n appartenant à grand N, je pars de wn plus 2, c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n plus 2 de x dx. Voilà. Comment va-t-on procéder? Alors là, on est dans le registre de l'astuce, il faut, vous voyez la question, wn plus 2 wn, donc ça veut dire qu'ici wn plus 2, on peut avoir l'idée de le séparer en deux, en un produit, hein. C'est donc sinus au carré fois sinus puissance n, ou sinus puissance n de x fois sinus, donc x au carré, c'est la même chose. Ici, ce que je vous propose, c'est du sinus carré, eh bien on va aller mettre du 1 moins cos carré. Ça, c'est relation fondamentale de trigonométrie du cercle. Ça fait donc intégrale de 0 à pi sur 2. On aura donc, je développe tout de suite, sinus puissance n de x dx. Donc là, on va revenir sur du wn. On aura moins, donc, cos carré de x sinus puissance n de x ici, sur l'intégrale. Donc je sépare en deux par linéarité. Donc intégrale de 0 à pi sur 2. Le moins, il vient d'ici. Donc j'ai donc du cos carré de x, sinus puissance n de x dx. Alors, où est l'astuce? Eh bien, ça arrive maintenant. Ici, on a donc wn plus 2, qui est donc égal à wn. Donc, une fois wn, moins. Ici, on va faire une intégration par partie astucieuse. Et on va séparer le cosinus en deux. Pourquoi? Parce que si ça fait cos de x, donc ça, je vais pouvoir faire une primitive sans problème. Et on va avoir une autre partie en cosinus x, sinus puissance n de x dx. Et ça, c'est intéressant parce que ça, on peut trouver une primitive simple. Ça veut dire qu'ici, on a dérivé sinus puissance n plus 1 de x. Vous voyez, je dérive ça. Je tombe bien sûr la dérivée de sinus cosinus. Le sinus perd 1 degré. Par contre, il me manque le n plus 1. Donc ici, j'ai du 1 sur n plus 1. Et en même temps, on va dériver cosinus qui me donnera moins sinus x. Donc, pour être rigoureux, ça veut dire qu'on va intégrer par partie en prenant u de x égale donc cosinus x, ça c'est celui que je dérive, donc u', ça sera, alors je vais mettre dessous, ça sera plus clair pour tout le monde, u' sera donc moins sinus x. Ensuite, je vais poser v' égale cosinus x sinus puissance n plus 1 de x, et donc je peux trouver une primitive, et je choisis 1 sur n plus 1, sinus n plus 1 puissance de x. Et donc maintenant, je fais mon intégration par partie. Alors, vous voyez bien que u, v, u' et v' sont continus, donc aucun problème d'intégration par partie. Donc ça me donne quoi? Entre crochets, on va trouver u de x fois v de x. D'accord? Donc 1 sur n plus 1, cosinus x, sinus n plus 1 de x. Alors j'ai oublié par contre le wn et le moins, donc ça me donne ceci, moins. Alors il y a un moins et on aura u'v de x. Donc vous voyez bien qu'on a le moins, ça va faire ici un plus. On aura le 1 sur n plus 1, donc je vais le mettre, alors je le sors de l'intégrale comme par linéarité, intégrale de 0 à pi sur 2, et j'aurai sinus puissance n plus 1, sinus x, donc ça fera sinus puissance n plus 2. Donc ça c'est super parce qu'on revient sur wn plus 2. Donc ça veut dire qu'ici je viens de montrer que wn plus 2 est égal à wn. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a du, donc en pi sur 2, je remplace le sinus. Donc comme n plus 1 est plus grand ou égal à 1, on a bien au moins un sinus x. Donc sinus en pi sur 2, ça fera 0. Pardon, c'est le cosinus qui va s'annuler en pi sur 2, cosinus pi sur 2, et le sinus n puissance n plus 1 de x va s'annuler toujours en 0, puisque n plus 1 est plus grand que 1. Donc là, ce crochet disparaît. Il me restera moins 1 sur n plus 1, ici, wn plus 2. Et là, on va un petit peu transformer tous les wn plus 2 à gauche, donc ça veut dire que, alors, de wn plus 2, j'en aurais combien? J'en avais 1, moins donc 1 plus 1 sur n plus 1, qui va être égal à wn. Donc, je mets au même dénominateur, ça fait n plus 2
sur n plus 1 wn plus 2 est bien égal à wn. Hein. N plus 1 est non nul, donc n plus 2 aussi. Donc ça, c'est strictement... Enfin, c'est non nul. Donc je peux diviser sans problème. Donc ça veut dire que wn plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2. On divise, donc on inverse. Wn. Et ça, c'est vrai pour tout n appartenant à grand N. On a terminé. Vraiment une question des plus classiques. Il faut savoir faire ça. Quand on l'a jamais fait, ça peut paraître difficile. Oui, première étape, donc importante. Je vais faire ça en bleu plutôt que vous voyez un petit peu en vert. Donc là, on a cette transformation qui permet d'avoir deux intégrales. On retrouve Wn ici. Et là, une petite intégration par partie subtile où le cos carré est séparé en cos x pour former ici la dérivée d'une fonction, celle qui a x associé 1 sur n plus 1 sinus n plus 1 de x. Voilà. Question 6. Montrez que la suite donc des n plus 1 wn plus 1 wn est constante et calcule la valeur de cette constante. Alors, comment peut-on faire? Donc, ce que je vous propose, on sait que pour tout n appartenant à grand N, on a wn qui est différent de 0. D'accord? Donc, cette suite, je vais l'appeler grand UN. Regardez, grand UN, c'est donc n plus 1 wn plus 1 wn. Ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, un est aussi différent de 0. D'accord? Puisque n plus 1 est strictement positif. Et les deux ici sont différents de 0, donc pas de problème. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir regarder un plus 1 sur un. Alors ça donne quoi? Ça va donner donc n plus 2. wn plus 2, wn plus 1. Sur n plus 1. Alors c'est pas mal parce qu'on fait apparaître n plus 2, n plus 1, on vient d'en parler. J'aurai ici donc wn plus 1, wn. Ah, regardez. Ici, wn plus 1 se simplifie. Il me reste n plus 2 sur n plus 1 fois wn plus 2 sur wn. Ah, c'est super parce que, d'après la question précédente, wn plus 2 sur wn, ça fait n plus 1 sur n plus 2. Donc là, je trouve n plus 2 sur n plus 1 fois n plus 1 sur n plus 2. Et donc ça vaut 1. Et donc, on va montrer que quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, un plus 1 est égal à un. Donc, ça veut dire que c'est une suite constante. La suite un est constante. En appartenant à grand N. Et donc, ça veut dire que, eh bien, la suite, donc, dn plus 1, wn plus 1, wn est une suite constante. Alors, quelle est cette constante? Alors, comme c'est constant, ça veut dire que tous les termes sont égaux. Donc, ça veut dire que il suffit de calculer le premier terme. Donc, on calcule pour n égale à 0. Ça fera donc 1 fois w, donc 1 fois w0. Ça tombe bien, on a déjà calculé 2. W1 vaut 1. W0 vaut pi sur 2. Ça fait pi sur 2. Donc, ça veut dire que comme elle est constante, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, n plus 1 fois wn plus 1 fois wn est égal à pi sur 2. Septième question. Montrer que pour tout n dans n plus 1 sur n plus 2 est inférieur ou égal à n, wn plus 1 sur wn inférieur ou égal à 1. Alors, déjà, on a montré, c'est la question 3, la suite est décroissante. Wn est décroissante. Donc, c'est-à-dire que quel que soit n appartenant à grand N, wn plus 1 est plus petit que wn. Et on sait que wn est toujours différent de 0. Donc, ça veut dire que si je peux diviser, ça veut dire que wn plus 1 sur wn est donc inférieur ou égal à 1. D'accord? Et attendez, si je divise, non, il faut faire mieux que ça. Et wn strictement positif. Pardon, il faut rediviser, il faut qu'on ait un signe. Donc, ça veut dire qu'on a bien déjà fait la partie droite ici de notre encadrement. Alors ensuite, on va utiliser la question 5. On sait que wn plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 wn. On sait que wn plus 2 est inférieur ou égal à wn plus 1, parce qu'elle est décroissante. Donc avec ça, regardez, on a n plus 1 sur n plus 2. Alors j'utilise ça parce que ça réapparaît, d'accord? Ici, vous avez du n plus 1 sur n plus 2. Donc j'essaie d'utiliser au mieux ce qu'on a fait avant, qui fait apparaître du n plus 1 sur n plus 2. Donc là, wn plus 1, c'est ça, wn. Et donc, inférieur ou égal à wn plus 1. C'est pas mal du tout. J'ai plus qu'à diviser par wn qui est
strictement donc positif, on vient de le dire, ça veut dire que n plus 1 sur n plus 2 est inférieur ou égal à wn plus 1 sur wn. On a terminé, super. Donc effectivement, pour tout n appartenant à grand N, on vient de montrer que n plus 1 sur n plus 2 est plus petit que wn plus 1 sur wn est plus petit que 1. Donc là, on a un bel encadrement du rapport wn plus 1 sur wn. Pour la question 8, alors là on est sur une notion post-bac, sur ce qu'on appelle les équivalences. Alors on va traiter le cas le plus simple. Ici on a des suites, wn et wn plus 1, ici qui ne s'annulent pas. On sait qu'on l'a démontré plus tôt, pour tout n appartenant à grand N, wn est différent de 0, et donc forcément wn plus 1 aussi. Et bien quand ici on a des suites non nulles, et bien dire que wn équivaut en plus l'infini à wn plus 1, est équivalent à wn plus 1, ça équivaut à dire que bien la limite, quand n tend vers plus l'infini du rapport, eh bien c'est égal à 1. Et vous voyez, ça c'est très simple ici, parce que l'encadrement qu'on vient d'avoir à la question 7, avec le terme des gendarmes, nous dit tout de suite ça. Effectivement, la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n plus 2, alors on va faire en méthode de terminale, mais vous voyez qu'ici, en haut, c'est n qui va donner la limite, en bas c'est n, ça fait du n sur n, c'est ce qu'on appelle le théorème du rapport des termes de plus haut degré, c'est la même ici que la limite de n sur n, donc ça fait 1. Sinon, quand on est en terminale, on factorise en haut par n, en bas par n, les n se simplifient, en haut ça tend vers 1, en bas ça tend vers 1, en plus infini, donc ça tend bien vers 1. Donc regardez ici, vous avez dans votre encadrement, ici, le côté gauche qui tend vers 1 en plus l'infini, le côté droit c'est 1. Voilà, donc on applique le théorème des gendarmes. Ça veut dire que cette expression qui est coincée entre les deux, qui vont en 1 quand n va vers l'infini, elle va elle aussi vers 1. Donc ça c'est le théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. Donc ça veut dire qu'effectivement la question 7 nous dit que, donc la question 7 nous indique directement avec ce théorème que la limite de wn plus 1 sur wn est égal à 1. Et donc, que wn est équivalent à wn plus 1 en plus l'infini. Voilà. Pour information, l'équivalence, c'est très pratique. Ça permet de gérer les limites dans le cas où on a des produits, ou des divisions, des inversions. Ça marche très bien avec les produits. Alors, il faut faire attention parce qu'avec les additions et les compositions, c'est souvent faux. Donc, c'est vraiment des choses qu'on utilise pour des produits et des quotients. Question 9. Montrez alors que wn est équivalent plus infini à racine de pi sur 2n. Ça, c'est intéressant, oui. C'est-à-dire que les deux, ici, suite se comportent exactement de la même façon. Donc, on peut comme ça utiliser une pour imaginer l'autre. Donc, du pi sur 2, on en a déjà dans la question 6. La question 6, je rappelle, on sait que on avait une histoire de suite constante. Pour tout n appartenant à grand N, on sait que n plus 1, wn plus 1, wn est égal à pi sur 2. Question 9. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu la notion d'équivalence, montrer que wn est équivalent plus infini à racine de pi sur 2n. Alors, ici, on va utiliser plein de choses. Tout d'abord, du pi sur 2, on a déjà vu à la question 6. La question 6, qu'est-ce qu'elle nous disait? Que pour tout n appartenant à grand N, on sait que, alors je vais faire une petite division, wn plus 1 wn, c'est donc égal à pi sur 2n plus 1. On peut montrer donc cette équivalence. Alors, on peut procéder par exemple par un quotient. Alors, ici, donc on peut se contenter de prendre des nombres non nuls, puisqu'on cherche l'équivalence en plus l'infini. Donc, je prends wn sur racine de pi sur 2n, d'accord? Alors, comme ici j'ai une racine, on va peut-être plutôt passer au carré. Donc, je vais regarder ceci. Je vais montrer que ça tend déjà vers 1. Donc, ça me fait du wn sur pi sur 2n. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? Je mets donc le 2n en haut. Ça me fait donc, alors le 1 sur pi, je le garde. Regardez, on va le garder comme ça sera plus simple. Donc, ça me fait du 2n sur pi wn. Il faut, la question, c'est de montrer que ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Alors, je vais utiliser ce qu'on a là. Je vais faire apparaître du wn plus 1. Il faudrait que je fasse apparaître un produit wn plus 1 wn. Donc, regardez ce qu'on va faire. Je vais faire apparaître un wn plus 1. Voilà.
Ensuite, bon, j'avais un 2n, alors ici, j'ai un pi qui traîne, et fois donc 2n, et comme j'ai fait apparaître un wn plus 1, je le compense ici, et j'ai un autre wn. Et vous voyez, en faisant ça, on voit rapidement, j'ai wn plus 1 wn, ça vaut pi sur 2n plus 1. J'ai pu diviser par wn plus 1 parce que ça, hein, c'est différent de 0. Donc là, j'ai pi. Ensuite, sur pi déjà, ça va se simplifier. Multiplié par, j'ai un 2n en haut, un 2n plus 1 en bas. Donc les deux se simplifient, il me restera n sur n plus 1 qui tend vers 1. Fois wn sur wn plus 1. Donc vous avez compris l'idée. Ça, donc ça fera 1. Les deux se simplifient. Il me reste n sur n plus 1 qui tend vers 1. Wn sur wn plus 1 par équivalence, c'est la question 8. Hein. Donc ça tend vers 1. Donc ici, effectivement, on a un produit. Hein. Il me reste en fait donc n sur n plus 1. Alors n plus 1, au niveau terminal, on factorise. Sinon, en prépa, on sait très bien ce que ça fait. Et là, on a du wn sur wn plus 1. Et donc, on a terminé. Alors, il reste un petit peu à rédiger. Donc là, évidemment, regardez, on simplifie par n. Il me reste ici quelque chose. Hein, tout ça, donc, en faisant tendre n vers plus l'infini, ça tend vers 1. Ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on a vu précédemment. Donc, par produit, tout ça tend bien vers 1. Et donc, on a bien au carré. Alors, hein, ça veut dire que wn sur racine de pi sur 2n, hein, au carré, tend donc vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Alors, comme tout est positif, wn et racine de pi sur 2n, c'est positif. Ça veut dire donc que wn sur racine de pi sur 2n tend vers le carré de 1, tend donc vers la racine plutôt de 1, tend donc vers racine de 1, donc 1. D'accord? Et là, pour ce passage-là, on a besoin du fait que wn est positif, d'accord, et que racine de pi sur 2n est positif même strictement puisqu'on l'a mis dessous. Donc voilà, on a bien la limite qui est 1, la limite d'un rapport, donc on a équivalence entre wn et racine de pi sur 2n. Donc wn, les intégrales de Wallis, hein, se comportent comme racine de pi sur 2n. Maintenant, on passe à la question 10, beaucoup plus classique, très calculatoire, hein, qui utilise en fait la question 5 et la relation de récurrence que je vais rappeler hein, pour tout n appartenant à grand N, wn plus 2, c'est donc n plus 1 sur n plus 2 wn. Vous voyez qu'ici, on a un lien qui va de 2 en 2. Donc, vous pouvez, grâce à ça, avoir une relation sur les nombres pairs ou sur les nombres impairs. Si on part de n égale 0, vous aurez après donc W2, puis W4, puis W6. Vous voyez, si vous partez de W1, vous aurez grâce à ça W3, W5. Donc, on a en fait deux sous-suites, la suite des rangs pairs et la suite des rangs impairs qui sont un petit peu indépendantes. Alors, comment ça fonctionne? Alors, on pourrait faire des récurrences, hein, bien sûr, mais on va regarder un petit peu plus intuitivement ici. Regardez, si je prends n égale 0, ça fait W2 égale, donc ici, pour n égale 0, ça fera 1 demi de W0. D'accord? Et W0, on a vu que c'était pi sur 2. Donc 1 demi fois pi sur 2. Si je prends W4, W4, c'est donc 1 demi, alors 1 demi de W0, fois n plus 1 sur n plus 2. Alors ça veut dire qu'ici, je prends pour n égale donc, je veux W4, je prends n égale 2. Donc, ici, ça me fait W4 égale donc 3 sur 4 fois W2. C'est-à-dire 3 sur 4 fois 1 demi fois pi sur 2. Et on continue, si je veux W6, là j'aurai 5 sur 6 fois W3. Et donc j'ai 5 sur 6 fois 3 sur 4 fois 1 sur 2 fois pi sur 2. Et on voit bien ici que si on veut donc W de K, hein, donc avec un K appartenant à grand N étoile, parce que vous allez voir que en fait on met du 2K-1 ici, 2K-2, et bien là qu'est-ce qu'on a? En haut on a donc le produit des nombres impairs, jusqu'à 2K-1. On est sur le 5, là on était 6, on est sur le nombre impair qui est avant 2K. Donc là on a 2K-1 fois le nombre impair précédent, 2K-3, etc. Jusqu'à donc 3 fois 1. Ensuite, en bas, on aura le produit des nombres pairs, donc partant de 2K, donc on a 2K. On voit pourquoi ici on ne peut pas prendre K égale 0. Hein. Et donc on aura
2K moins 2, etc. D'accord, jusqu'à ici 4 fois 2. Évidemment, quand on écrit ça, hein, il faudrait que K soit un sous-entendu plus grand que 1, sinon on ne peut pas. Mais ça, c'est l'idée. Quand on fait ça, c'est pour montrer qu'en haut, on a les nombres impairs, les nombres pairs en bas, et on n'oublie pas par contre le pi sur 2. Alors tout ça, ça se démontrerait facilement par récurrence, mais intuitivement, on peut le dire. Hein. Et pour les W de K, donc plus 1, c'est-à-dire la série des rangs impairs, enfin la suite des rangs impairs, comment on procède? Alors on regarde les 3-4 premiers termes, et après, on imagine. Donc, on sait que W1 vaut 2, donc W3, je prends la relation 5, donc en remplaçant n par 1, ça me fait 2 sur 3. Vous voyez la différence? C'est le nombre pair est en haut, le nombre impair est en bas. Et comme W1 vaut 1, ça fait 2 tiers. Ensuite, W5 vaudra donc 4 sur 5 W3, c'est-à-dire 4 sur 5 fois 2 sur 3. Et ainsi de suite. Donc, si vous allez chercher W7, ben vous aurez ici un 6 et là un 7. Et donc, quel que soit K non nul, si on veut créer une petite formule, W2K plus 1. Donc vous aurez ici, donc en bas, c'est facile, on commence par 2K plus 1. D'accord? Parce que là, c'est W5, c'est 5. On a tous les nombres impairs, donc 2K moins 1, jusqu'à ici, donc 3 fois 1. Et on aura tous les nombres pairs à partir de 2K, hein, puisqu'on ne va pas jusqu'à 6, on va jusqu'à le nombre pair qui est avant 5. Vous voyez ici, donc c'est 2K. Et voilà pourquoi on a cette relation 2K moins 2. Tout ça, évidemment, si on voulait être très très rigoureux, enfin, si on voulait être rigoureux tout simplement, il faudrait faire ça par récurrence. Alors ça se montre très bien par récurrence. Alors il faut faire une récurrence sur les termes donc de rang pair et termes de rang impair. Alors comment on peut la faire? Je vais peut-être vous la montrer rapidement cette récurrence parce que hein, ici on a des termes pairs, des termes impairs. Donc pour la première, hein, on vérifie donc que c'est vrai pour le rang k égale 1. Donc on a bien W2 qui sera 1,5 fois pi sur 2, c'est ce qu'on a vu avec notre relation, pas de problème. Ensuite, ça c'est donc l'initialisation. Pour l'hérédité, on suppose la relation qui est vraie, d'accord? Donc j'écris pas tout. Et donc vous allez chercher W2K plus 1. Mais ça d'après la relation 5, c'est donc, ici j'utilise pour, donc, regardez, ça fait W2K plus 2. Donc si j'applique la relation 5, je l'applique pour n égale 2K. Donc j'aurai 2K plus 1 sur 2K plus 2 fois W2K. Et là, si j'utilise ma petite récurrence, mon hypothèse de récurrence, c'est exactement ce qu'il faut. Hein. Je rajoute en fait les deux facteurs qui permettent d'aller au rang suivant. Donc après conclusion, hein, je vous laisse conclure. Et pareil pour les rangs impairs. Et la question que j'adore, la question qui sert souvent ce genre de choses, vous allez voir. Alors comment transformer tout ce qu'on a avec des factoriels? Donc regardez. Alors, hein, on va prendre donc, ici, je vais prendre donc, on a montré que pour tout cas appartenant à n étoile, donc non nul, on avait W2K qui est donc le produit des impairs de 2K-1 jusqu'à donc 1 et le produit des pairs. Alors ce qu'on va faire, très simple, hein, en bas on va tout factoriser par 2. Chaque facteur est multiple de 2, donc je peux factoriser par 2. Donc ici on va factoriser par 2, par 2, par 2. Alors la question c'est combien il y a 2. Donc ici, vous avez combien de facteurs? Ben, on va de 2 fois 1 jusqu'à 2 fois k. Donc il y a k facteurs. Donc si je factorise par 2, j'aurai 2 puissance k. Première chose. D'accord? Ensuite, fois. Donc ici, une fois que j'aurai factorisé, ben, j'aurai k fois k moins 1. Vous voyez? Etc. Jusqu'à donc fois 1. Donc en fait, ici, j'aurai tous les nombres multipliés de 1 jusqu'à k. Donc là, c'est k factoriel. On a donc en bas 2 puissance k fois k factoriel. Vous voyez que dans le résultat final, on n'a pas encore ça, parce qu'on a des carrés partout, mais on a touché là que le bas, que le dénominateur. Maintenant en haut, alors j'ai le nombre impair, d'accord? Donc si je voulais, ici, eh bien, des factoriels, regardez, je vais en fait intercaler tous les nombres qui manquent. Donc il me manque 2k. Ensuite, j'ai donc mes nombres impairs, 2k moins 1. Par contre, j'ai pas le nombre pair qui va entre eux, donc 2k moins 2. Ensuite, j'aurai donc 2k moins 3. Et je rajoute en fait tous les nombres pairs qui me manquent. Vous voyez, jusqu'à, en fait, ici. Donc là, c'est 3 fois 2, donc j'aurai 3 fois 1. Il manque le 2, donc je vais le mettre aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez les nombres jaunes que j'ai écrits, que j'ai rajoutés. C'était en fait tous ceux qu'on trouvait déjà avant, en bas. Ça veut dire que
2k fois 2k moins 2, etc. Je vais l'avoir en fait en bas 2 fois. Donc c'est pour ça que ce que j'ai ici, eh bien je vais l'avoir au carré. Parce que tous mes facteurs que j'ai rajoutés en jaune vont être exactement ceux que j'avais déjà. Donc je retrouve le dénominateur au carré. Donc maintenant, et c'est là que c'est très joli, j'ai donc en bas donc 2 puissance k au carré, c'est-à-dire 2 puissance 2k, fois k factoriel au carré, et en haut j'ai tous les entiers qui se multiplient de 1 jusqu'à 2k, donc j'ai 2k factoriel ou factoriel 2k. Et on n'oublie pas par contre, j'avais pas écrit le pi sur 2 qui traînait, hein, voilà, pi sur 2, et donc fois pi sur 2. Donc conclusion, on vient de montrer, alors pour l'instant, pour tout cas non nul, hein, que W2k, c'est donc 2k factoriel sur 2 puissance 2k fois k factoriel au carré fois pi sur 2. Alors il suffit de vérifier maintenant que pour k égale 0, ça marche. Ça donne quand même, donc ici, qu'est-ce que ça donnerait pour k égale 0? Donc si je calcule ça pour k égale 0, ça ferait 0 factoriel ou factoriel 0 sur 2 puissance 0, 0 factoriel au carré fois pi sur 2. Ça, donc 0 factoriel 0, c'est 1 par définition. 2 puissance 0, ça vaut 1, donc ça fait 1. On trouverait en fait pi sur 2, c'est-à-dire qu'on trouve bien W0. Donc cette formule, elle marche pour k égale 0. Donc effectivement, on peut dire que pour tout p appartenant à grand N, là on change juste la lettre, W2p, c'est donc 2p, c'est factoriel 2p sur 2 puissance 2k factoriel k au carré fois pi sur 2. Et on a exactement ce qu'il faut. Donc notre première partie est correcte. Pour la deuxième partie, on pourrait faire la même chose, mais on va être un petit peu astucieux parce qu'on a montré que, je rappelle, pour tout n appartenant à grand N, Wn plus 1 Wn, c'était donc, c'est la question 6, on avait montré que ça faisait donc pi sur 2 fois n plus 1. Ça veut dire que nous ici, on veut W2k plus 1. Donc j'applique ça pour n égale 2p. D'accord? Ça veut dire que W, donc 2p plus 1, fois W2p, c'est donc pi sur 2 fois, donc ici, 2p plus 1. Et donc, ça veut dire que W2p plus 1, c'est donc, alors on a pi sur 2, fois donc 1 sur 2p plus 1, fois W2p. Et W2p, on vient de le trouver, donc je vais remplacer. Vous allez voir que ça donne directement la formule. Et donc, pour tout p appartenant donc à n, j'obtiens donc pi sur 2 fois, alors, on va avoir donc ici 2p plus 1. J'ai W2p que je viens de trouver, c'est-à-dire donc on a donc factoriel 2p, on a un pi qui traîne ici, donc il va simplifier celui-là. On a ensuite en haut 2 puissance 2p, factoriel p au carré, fois donc le 2. Donc déjà, le pi, cette fois-ci, disparaît. Voilà. Ensuite, on a le bon numérateur. Et en bas, on a 2p plus 1 fois factoriel 2p. Et puis ça, c'est exactement factoriel 2p plus 1. Donc là, vous voyez qu'on a retrouvé donc, la formule qu'on voulait, c'est-à-dire 2p plus 1 factoriel. Voilà, une autre façon de le faire que retrouver par la même méthode que pour leur première. Donc ici, alors excusez-moi, il y a une petite faute dans le texte. Ici, c'est pas un K, c'est un P. Et on a donc terminé cette question vraiment très classique. Il faut apprendre, donc vraiment, pensez-y. L'idée, c'est que donc ici, dans cette relation-là, on intercale en haut les nombres pairs de façon à forcer le 2P factoriel. Et en bas, en fait, ça fait, en factorisant par 2, et bien vous faites apparaître des puissances de 2 et un autre p factoriel. Voilà. Et on terminera par quelque chose aussi d'assez connu, le produit de Wallis. Alors c'est vraiment des déductions de tout ce qu'on a vu. Le produit de 1 à n des 1 moins 1 sur 4k carré. Ça, à la limite, en plus infini, ça vaut 2 sur pi. Alors pour faire cette question, je vais reprendre la 10 et transformer un petit peu. Donc on prend soit k appartenant à une étoile. J'ai eu le droit d'utiliser donc les relations du 10. Alors avec des produits, on a quoi?
ici, on a des produits. Ce que vous remarquez, c'est que en haut, on a donc, on va tous les nombres impairs de 1 à 2k moins 1. Donc, ça veut dire que ici, le 1, c'est en fait, c'est un 2i moins 1. C'est 2 fois 1. Voilà, c'est 2 fois 1 moins 1. Le 3, c'est donc 2 fois 2 moins 1. Et on va aller jusqu'à 2 fois k moins 1. Ça veut dire qu'ici, des facteurs, vous voyez, le coefficient ici, du 2 va de 1 jusqu'à k. Donc j'ai k facteurs. K facteurs qui sont tous qui s'écrivent 2 fois un entier moins 1. Donc ici, on va dire que on a le produit pour i allant de 1 à, n, à k. Donc en haut, j'ai des 2i moins 1. Oui. Et quand il vaut 1, j'ai bien 1. Quand il vaut 2, j'ai bien 3. J'ai bien en haut tout le produit des nombres impairs. Et en bas, j'ai les nombres pairs. Donc de 2 jusqu'à 2k. Donc là, c'est les 2i. Vous voyez que 2 fois 1, ça fait 2. Et 2 fois k, ça fait le k. Donc j'ai bien tous les nombres impairs de 1 jusqu'à k. Ça, il faut vraiment s'habituer. Vous voyez, hein. Vous voyez, je peux l'écrire pour le dessous. On a donc des 2. Donc 2 fois k. Ensuite, on ira jusqu'à donc 2 fois au début 2. Et le suivant, ça fera fois 2 fois 1. Et donc j'ai bien 2 multiplié par des nombres qui vont de 1 jusqu'à k. Donc ça donne ceci. Et j'oublie pas par contre le pi sur 2 qui traînait. Voilà, qui est en dehors par contre du produit. Pour les w de k plus 1, c'est la même chose. C'est un produit. Pour i allant de 1 à k, cette fois-ci, les nombres pairs sont en haut. Donc en haut, j'aurai les 2i. Et en bas, j'aurai les nombres impairs. Cette fois-ci, alors, on va de 1 jusqu'à 2k plus 1, mais en facteur le 1, on n'est pas obligé d'en tenir compte. On a en fait comme si on avait k facteurs qui vont donc de 2 fois 1 plus 1 jusqu'à 2 fois k plus 1. Donc ici, j'ai des 2i plus 1. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à traiter. Ça, c'est donc ce que j'ai dans le produit, vous voyez. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on rappelle que la limite de wn plus 1 sur wn, ça tend vers, on avait dit, donc 1. Ça avait équivalence. Donc, ça veut dire qu'ici, w2k plus 1 sur w2k, ça tend vers 1. Donc, on va aller regarder combien ça vaut. w2k plus 1 sur w2k. Donc, j'aurai déjà un produit. Alors, c'est un gros produit. Donc, en haut, on va aller doucement, bien que vous compreniez. Pour i allant de 1 jusqu'à n, des 2i moins 1 sur 2i. J'aurai un pi sur 2 qui traîne, je le mets tout de suite, sinon je vais l'oublier. Et en bas, on a ceci. C'est pas kn, ici c'est k. Et j'ai 2i sur 2i plus 1. Donc comme c'est des produits, on divise par un produit, on multiplie donc par l'inverse, d'accord? Donc ça fera un produit. Alors les indices, ça va en varier de i à k, pas de problème. Et j'aurai quoi? Dedans, il y a pas mal de choses. Il y a donc 2i moins 1. En haut, je vais retrouver 2i plus 1, puisque je suis obligé d'inverser mon dénominateur. Et en bas, j'aurai 2i fois 2i, donc un 4i carré. Voilà. Et ensuite, on n'oublie pas qu'en sortir, je vais le mettre devant, comme ça. Il ne viendra pas, j'ai le nombre pi sur 2. Et là, ici, on va développer ça. Et vous voyez qu'il me reste donc un pi sur 2 devant, fois le produit pour i allant de 1 à k. Alors ici, on aura l'unité entière marquable, a moins b fois plus b. Donc j'aurai 2i carré, donc 4i carré moins 1 sur 4i carré. On y est presque. Parce que, donc on a le produit pour i allant de 1 à k. Alors je sépare en deux. 4i carré sur 4i carré, ça fait 1 moins 1 sur 4i carré. Voilà. Et ça, eh bien, on sait que ça tend vers 1 quand k tend vers plus l'infini. Les lettres ayant peu d'importance, on peut changer les i, donc le k on met n, et à la place du i on va mettre un k, et donc on a exactement, donc ici, k allant de 1, kk, et k va de 1 jusqu'à n, et effectivement, ben voilà, ça tend vers 1, donc quand on divise par pi sur 2, ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, du produit de k égale 1 à n, des 1 moins 1 sur 4k carré, c'est donc l'inverse de pi sur 2, c'est-à-dire 2 sur pi, et on a terminé. Donc, et ça s'appelle le produit de Wallis. Voilà, donc ces 12 questions, je vous dirais, il faut savoir faire ça absolument. C'est du grand classique, je crois qu'il n'y a pas plus classique techniquement hein, quand on est en prépa ou en post-bac. Donc il faut faire et refaire, presque à connaître par cœur, on va dire.
ces choses-là. Voilà, j'espère avoir été complet. Il y avait beaucoup de travail. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.